siège et en région, et réalise également régulièrement des actions de prévention et de sensibilisation. Donc, je vous remercie de votre présence ici sur site et donc à tous ceux qui sont connectés donc, pour ce webinaire consacré à l'endométriose. Je vous informe qu'au terme de la présentation donc, des deux intervenantes, un temps de questions-réponses sera prévu. Pour les personnes à distance, je vous invite à poser vos questions via la fonctionnalité donc questions-réponses dans Teams. Je les relayerai donc à la fin de la présentation. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon webinaire et puis je laisse maintenant la parole à Jennifer Bourgine, donc infirmière en santé au travail, qui est à l'initiative de ce webinaire. Merci Julien. Bonjour à tous. Alors, je me présente, Julien l'a déjà un peu fait. Donc, je m'appelle Jennifer Bourgine, je suis infirmière en santé au travail donc, au siège de la Banque de France. Et dans le cadre de la Minute Prévention Santé organisée par le SPACE, j'ai proposé d'organiser une conférence sur le thème de l'endométriose. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir à nos côtés donc Madame Condamine, qui est la présidente de l'association Endo-France, qui œuvre maintenant depuis de nombreuses années pour la sensibilisation, l'information et la reconnaissance de cette maladie. Aujourd'hui, nous allons parler de l'endométriose, une maladie systémique, chronique et aussi multifactorielle, qui concerne environ une femme sur 10 et pour qui il faudra environ 7 ans afin de se faire diagnostiquer. 7 ans de douleur, 7 ans d'errance et souvent 7 ans à continuer malgré tout à répondre à nos obligations professionnelles et aussi personnelles. L'endométriose ne se voit pas et pourtant elle peut parfois impacter profondément la vie des femmes. En tant qu'infirmière en santé au travail, et aussi parce que ce sujet me concerne, j'ai à cœur de faire connaître cette maladie. Et donc, je vois aussi concrètement ce que ça signifie. Une fatigue chronique, des douleurs invalidantes, parfois aussi une baisse de la concentration et aussi parfois de l'incompréhension, de la banalisation et puis de l'isolement. Aujourd'hui, l'objectif est simple. On veut que la maladie se fasse mieux connaître au sein des entreprises pour qu'on puisse améliorer au mieux la qualité de vie des femmes dans le monde du travail. Je salue également les nombreuses personnes qui sont présentes à distance aussi aujourd'hui. Vous êtes à peu près 300, ce qui prouve que c'est quand même un sujet qui nous parle et qui nous rassemble. Je vous invite à noter toutes vos questions au fur et à mesure et on tentera d'y répondre en fin de conférence. Je tiens à préciser quand même qu'on ne répondra pas aussi à des questions d'ordre purement médical, personnel. On ne fera pas de diagnostic ici, puisque cette maladie, c'est du cas par cas. Donc là, on laissera les médecins, les spécialistes s'en charger, mais nous ne répondrons pas à ces questions-là. Merci à toutes et à tous pour votre présence et je vous propose de commencer. Merci beaucoup, Monsieur Simon, pour votre introduction. Merci beaucoup, Jennifer, pour cette mise aussi en avant de ce webinaire. Donc, moi, je suis Ameline Condamine, je suis la présidente de l'association Endo-France et je suis vraiment ravie d'être ici, puisque l'endométriose, ça nous concerne tous et toutes. Ce n'est pas qu'une maladie de douleur de règles, c'est bien plus que ça. Et on va en dessiner un petit peu les contours aujourd'hui et surtout, on va voir comment on peut concilier une endométriose, une adénomiose, une maladie chronique invisible avec une vie professionnelle. Donc, n'hésitez vraiment pas à la fin à poser des questions. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de mauvaises questions. On est vraiment là pour échanger autour de cette maladie.
Je vous présente très rapidement qui est EndoFrance et pourquoi aujourd'hui la Banque de France nous a fait confiance pour intervenir auprès de vous. EndoFrance, nous sommes une association de patientes qui aura 25 ans le 29 mars 2026. Nous sommes là pour soutenir, informer et agir. Comment nous soutenons, comment nous informons grâce à la force de nos bénévoles. EndoFrance, c'est un petit peu plus de 80 bénévoles sur l'intégralité du territoire et aucun salarié au sein de notre association. Et nos bénévoles, elles font un travail absolument incroyable, enfin un bénévolat absolument incroyable. Elles traitent un petit peu plus de 25 000 mails par an. Elles organisent des centaines d'actions, notamment en entreprise, plus de 130 l'année dernière, plus de 84 en établissement scolaire, puisqu'EndoFrance est agréé par le ministère chargé de la Santé depuis 2018 et par le ministère de l'Éducation nationale depuis 2024. Notre autre force, ce sont nos adhérentes. Un petit peu plus de 2500 adhérents nous font confiance. Pourquoi ce chiffre est important pour EndoFrance? Puisque nous sommes agréés, mais pour autant, nous avons fait le choix de ne pas avoir de subventions publiques et de refuser les dons des laboratoires et des industries pharmaceutiques. Pourquoi? Parce qu'on pense que pour porter la voix des patientes, on doit être totalement indépendante et sans conflit d'intérêts. Ce qui est le cas pour EndoFrance. Donc, nos adhérentes nous permettent d'œuvrer depuis bientôt 25 ans et surtout, elles donnent du poids à notre message lorsque nous sommes reçus par les ministères, puisque plus nous sommes nombreuses, plus notre voix est entendue. Et une association de patientes, eh ben, elle est là pour porter la voix des patientes. On a également beaucoup de followers sur les réseaux sociaux, ce qui permet de rayonner plus large et d'informer encore plus loin sur la maladie. Et surtout, on a la chance d'avoir une marraine et un parrain très investis à nos côtés. Laetitia Milo, qui a été la première personnalité publique à parler de son endométriose, et Thomas Ramos, qu'on voit un petit peu en ce moment à la télé, joueur de rugby au Stade Toulousain et en équipe de France, qui nous a rejoints pour porter la parole de l'aidant. Parce que l'aidant aussi vit la maladie au travers de la personne qui est directement concernée. Et grâce à eux, sous l'impulsion de Laetitia, on a commencé à financer la recherche sur l'endométriose en 2016 et on a reversé au 31 décembre 2025 un petit peu plus de 500 000 euros. Chez EndoFrance, on agit aussi. On agit pour porter votre voix et donc on a participé à la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose qui a été annoncée en 2022 par le président de la République Emmanuel Macron. Mais surtout, on continue à porter de votre voix auprès des ministères, en siégeant au sein des conseils d'administration des filières de soins dédiées à la prise en charge de l'endométriose, en étant membre des comités de pilotage de la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose. Avant de commencer, je vous diffuse un petit clip qui n'a pas de son sur l'idée qu'on peut se faire des absences du collègue, de la collègue. Est-ce que c'est vrai que parfois ça peut agacer d'avoir un collègue, une collègue qui est toujours absente alors qu'elle était en forme la veille et puis le lendemain elle n'est pas là? Mais l'endométriose fait partie de ces maladies invisibles et c'est pas parce que ça ne se voit pas que ça n'impacte pas le quotidien. Jennifer l'a déjà très très bien rappelé au niveau des chiffres concernant l'endométriose. L'endométriose, c'est une maladie invisible et qui a été très longtemps invisibilisée. Pour laquelle on pense qu'il y a 1 à 2 personnes menstruées qui est diagnostiquée, mais on sait que c'est une maladie pour laquelle il y a une errance diagnostique extrêmement forte, en raison déjà de l'ignorance totale de la douleur de la femme, mais également parce qu'il y avait un manque cruel des professionnels de santé. Donc il faut en moyenne 7 ans pour avoir un diagnostic d'endométriose. On sait également que le symptôme principal, c'est une douleur. C'est une douleur qui est extrêmement invalidante, qui va empêcher d'agir dans le quotidien. On peut comparer une douleur d'endométriose à une douleur de crise cardiaque, à un accouchement sans péridurale. C'est pas soulagé par un spasfon, c'est pas soulagé par un Doliprane, c'est vraiment une douleur qui vous fige. On sait également que 30 à 40% des cas d'infertilité sont dus à l'endométriose. Toutefois, je tiens à rassurer, c'est pas parce qu'on a de l'endométriose qu'on n'aura pas d'enfant. Il est vrai que parfois ça pourrait être beaucoup plus compliqué, mais ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas en avoir. Et également, on sait qu'il y a à ce jour aucun traitement curatif de l'endométriose. On ne peut pas guérir l'endométriose. On apprend à vivre avec. Les médecins vous accompagnent pour redonner de la qualité de vie autant que possible en fonction de votre forme d'endométriose. Parce que là aussi, comme Jennifer l'a très bien rappelé, on est des millions de personnes concernées par l'endométriose. Il y a des millions de formes d'endométriose, des millions de prises en charge. C'est ça qui rend aussi très compliqué cette maladie. Alors, c'est quoi l'endométriose ? Quand est-ce qu'on va parler d'endométriose, d'adénomiose? Je vais vous expliquer très simplement les mécanismes de cette maladie, quels sont peut-être les symptômes qui peuvent être évocateurs d'une endométriose,
Comment on va la diagnostiquer? Parce que le parcours de diagnostic a lui aussi un impact sur le quotidien professionnel. Puis comment on la prend en charge? Ah, donc ici, on vous a représenté un utérus, enfin le système génital féminin. Il est coupé dans le sens de la longueur, puisqu'à l'intérieur de votre corps, c'est comme une petite boule. En bas, on retrouve le vagin qui arrive sur l'utérus avec en prolongement les trompes et au bout les ovaires. Je suis désolée, j'ai pas de pointeur, du coup, je fais des petits dessins avec mes mains pour vous aider à suivre sur l'image. L'utérus, à l'intérieur, vous avez une muqueuse un petit peu plus foncée, un petit peu rose épaisse, qui tapisse l'intérieur de cette cavité utérine. C'est ce qu'on appelle l'endomètre. L'endomètre, sous l'effet des hormones qui sont sécrétées par les ovaires, les œstrogènes, il va s'épaissir tout au long du cycle dans le but d'accueillir potentiellement une grossesse. Et puis lorsqu'il n'y a pas de grossesse, on le voit en bas à droite, cet endomètre, il se désagrège, c'est ce qui vient former les règles. Et on va parler d'endométriose, c'est lorsqu'on va retrouver ces petites cellules semblables à de l'endomètre en dehors de la cavité utérine, qui vont venir se greffer sur tous les organes avoisinants, sur la vessie, sur le rectum, à l'intérieur des trompes, sur les ovaires, sur le péritoine, c'est cette membrane qui protège vos organes à l'intérieur du ventre, parfois même jusqu'au diaphragme. Et en fait, la particularité de ces cellules, c'est que où qu'elles soient dans votre corps, elles vont entendre le message œstrogénisant, donc elles vont se mettre à gonfler et puis elles vont se mettre à saigner. Sauf qu'elles n'ont pas, le sang n'a pas où s'évacuer. Et en fait, ça, cycle après cycle, ça va venir créer des adhérences, des nodules, un peu comme de la glu en fait. Ça va venir coller les organes entre eux dans des formes très sévères de la maladie. On parle même de pelvite gelée, c'est-à-dire que l'utérus, il est totalement collé aux organes avoisinants dans votre abdomen. On va le retrouver collé à la vessie, on va le retrouver collé au système digestif, alors que vos organes, ils sont libres les uns les autres. Sur cette image, sur la droite, vous avez donc la trompe et l'ovaire dans une position qu'on appelle physiologique normale. Sur la gauche, vous avez la trompe avec l'ovaire. On voit que l'ovaire a un kyste, c'est ce qu'on appelle un endométriome, je vous en parlerai juste après. Mais surtout, on voit que l'ovaire, il est attiré contre les parois de l'utérus par des adhérences. Et bien ça, c'est l'une des explications mécaniques de l'impact de l'endométriose sur la fertilité des personnes qui ont cette maladie. Pourquoi? Parce qu'on voit également à l'intérieur de la trompe qu'il y a des petites cellules d'endomètre. Ben là, on comprend la complexité pour qu'un ovucyte remonte dans la trompe pour aller rencontrer un spermatozoïde. L'autre explication de l'impact de l'endométriose sur la fertilité des personnes, c'est que l'endométriose, c'est une maladie chronique inflammatoire et l'inflammation, c'est délétère pour la fécondité. Alors, ne prenez pas peur sur cette image, je vais tout vous expliquer un par un. Dans l'endométriose, on parle de forme principale d'endométriose. Si dans la salle ou en visio, des personnes ont été diagnostiquées, par le passé, on pouvait parler de stade. Stade 1, stade 2, stade 3, stade 4. Ce n'est plus le cas. L'endométriose n'est pas un cancer. On parle de forme. La forme, elle ne dit pas qu'il y a une forme plus grave qu'une autre. Elle permet juste aux professionnels de santé formés à cette maladie de comprendre où sont situées vos atteintes d'endométriose. On peut avoir une forme d'endométriose, on peut malheureusement avoir toutes les formes d'endométriose qui cohabitent et surtout, il n'y a aucun lien entre la forme d'endométriose et l'intensité des douleurs ressenties. En haut à gauche, vous avez un corps coupé dans le sens de la longueur. À l'arrière, vous avez les fesses et juste devant, vous avez le ventre. Vous retrouvez en avant la vessie sur laquelle repose l'utérus et derrière, vous avez le système digestif. Et on retrouve une petite membrane un petit peu plus rose foncé qui repose sur les organes. Je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est le péritoine. C'est une membrane qui vient protéger vos organes à l'intérieur de l'abdomen. Et ben, on va parler d'endométriose péritonéale en lien avec le péritoine ou superficielle aussi. C'est quand ces cellules, semblables à de l'endomètre, elles restent à la surface de ce péritoine. En haut à droite, on a toujours quelqu'un qu'on a coupé dans le sens de la longueur, les fesses à l'arrière, le ventre à l'avant. On retrouve notre vessie, l'utérus et le système digestif. Et on retrouve notre péritoine. C'est un petit peu notre repère. Le péritoine, là, on voit que les cellules d'endomètre, le nodule endométriosique, il est au niveau de la vessie, entre la vessie et l'utérus. Ben ça, c'est une endométriose profonde. C'est lorsque les cellules semblables à de l'endomètre ont infiltré les organes à plus de 5 mm en dessous de ce péritoine. En bas à gauche, on retrouve notre appareil génital féminin, coupé dans le sens de la longueur. On a donc notre utérus, prolongé par les trompes, et l'ovaire. Et là, sur l'ovaire, on a un kyste
endométriosique. Il est très facilement diagnosticable par un professionnel de santé formé à l'endométriose. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, les cellules, elles réagissent à l'imprégnation hormonale et elles se mettent à saigner. Donc en fait, à l'intérieur de ce kyste, on retrouve un liquide qu'on appelle un liquide chocolat. Et en fait, c'est du sang coagulé. Donc c'est très facile à diagnostiquer par des professionnels formés. En bas à droite, c'est l'adénomiose, dont on parle des fois un petit peu moins, mais c'est les mêmes symptômes que pour l'endométriose. L'adénomiose, c'est donc on retrouve notre appareil génital, on retrouve notre utérus, on a notre endomètre et à côté, c'est ce qu'on appelle le myomètre, c'est le muscle utérin. L'adénomiose, c'est quand les cellules semblables à de l'endomètre, elles vont infiltrer le muscle utérin. Et ça, notamment, c'est l'une des formes d'endométriose qui est responsable de ménorragie, c'est-à-dire des règles extrêmement abondantes. Il faut savoir que lorsqu'on a nos règles, on n'est pas censé perdre énormément de sang. On doit perdre l'équivalent d'un petit verre comme ça de sang. Quand on est obligé de changer sa protection hygiénique avec parfois même des couches doublées avec une cup, doublées avec des tampons, qu'on doit la changer quasiment toutes les demi-heures, toutes les heures, c'est pas normal. On doit pas perdre autant de sang. C'est pas forcément de l'endométriose, mais si c'est associé aux symptômes dont je vais vous parler juste après, ou même sans symptômes, le fait de perdre beaucoup de sang, il faut vraiment aller consulter un professionnel de santé. J'espère que jusque-là, ça va. N'hésitez pas à me faire des signes si je vais trop vite. Les symptômes qui peuvent être évocateurs d'une endométriose. Les professionnels de santé ont l'habitude d'utiliser la table des 5D. En premier, c'est vraiment les dysménorrhées dans presque 80% des cas. C'est des douleurs invalidantes au moment des règles. Dans l'endométriose, qui peuvent commencer dès les premières règles et puis parfois arriver plus tard. Certaines femmes n'ont pas eu mal à leurs premières règles. C'est ce qu'on appelle les dysménorrhées primaires, quand on a mal au début, pendant ces premières règles. Mais elles ont des dysménorrhées secondaires, c'est-à-dire qui arrivent plus tard dans leur cycle, dans leur parcours de femme. Ensuite, dans presque 70% des cas, oui. Je rajoute aussi, effectivement, oui, oui, tout à fait, c'est vraiment un symptôme d'appel, hein, les douleurs abdominopelviennes, et il faut bien comprendre, alors tu l'as aussi dit tout à l'heure, ça ne passe pas en prenant un Doliprane et un Spasfon, et souvent, il va y avoir un absentéisme scolaire et professionnel, hein, vraiment, on est couché, hein, voilà, donc ça doit vraiment alerter. Ah oui, totalement. Avoir mal pendant ses règles, ressentir une douleur au moment de ses règles qui empêche d'agir dans son quotidien, comme tu l'as justement dit, qui fait rater l'école, qui fait rater les soirées avec les amis, qui fait rater le travail, vraiment qui vous alite, parfois même qui fait tomber dans les pommes, qui fait vomir, ce n'est pas normal. Ce n'est pas forcément de l'endométriose, il n'y a pas que l'endométriose, mais quoi qu'il en soit, une douleur invalidante au moment des règles n'est pas normale. On doit consulter un professionnel de santé. Une autre douleur qui interpelle, qui peut être évocateur d'endométriose ou d'adénomiose, c'est donc toutes les douleurs pelviennes et qui deviennent lombaires dans le temps. Pourquoi? Parce que dans cette zone du petit bassin, vous avez des muscles que sont notamment le psoas, le piriforme. Et en fait, la douleur, elle amène des crispations, elle amène des tensions qui viennent résonner dans ces muscles et qui, in fine, amènent aussi des douleurs lombaires puisqu'en fait, ça vient tirer au niveau également des ligaments. Les dyspareunies, c'est les douleurs pendant les rapports sexuels pénétratifs dans le cadre de l'endométriose, dans presque un cas sur deux. La dysurie et tous les troubles urinaires. La dysurie, c'est la douleur au moment de la miction, au moment où est-ce qu'on va uriner. C'est ces personnes, parce que dans l'endométriose, on parle de symptômes cataméniaux, c'est-à-dire qui reviennent tout le temps à la même période du cycle, notamment au moment des règles. C'est cet effet cyclique qui doit interroger. Et donc, c'est des personnes qui, au moment de leurs règles, ou parfois même au moment de leur ovulation, vont avoir comme des symptômes d'infection urinaire. Et puis, elles vont aller consulter leur professionnel de santé une fois, 2 fois, 3 fois, et on leur fait un ECBU, cet examen pour savoir si on a une infection urinaire, mais c'est pas ça. Ben ça peut être évocateur d'une atteinte au niveau de la vessie, par exemple, surtout si c'est associé à des troubles urinaires, c'est-à-dire le fait d'avoir des sensations de brûlure, d'avoir une sensation que la vessie elle est lourde, que lorsque l'on se retient d'aller faire pipi, on a comme des crampes à la vessie, ou aussi le besoin de se lever 4, 5, 6 fois la nuit pour faire pipi. Bah, tout ça, ça paraît anodin, mais un professionnel de santé formé à l'endométriose, ça lui fait des petits signaux d'alerte quand c'est associé à d'autres symptômes. L'un des autres symptômes très présents dans plus d'un cas sur deux, c'est la dyschésie et les troubles digestifs associés. La dyschésie, c'est la douleur au moment où est-ce qu'on va exonérer les selles. C'est vraiment
comme un coup de poignard au niveau de la zone anale. Certaines personnes font même un malaise vagal sur les toilettes, tellement la douleur est forte au moment d'exonérer les selles. Et souvent, on retrouve des troubles digestifs très forts associés, alternance de diarrhée, de constipation, également le ventre qui gonfle, ce qu'on entend souvent sur les réseaux, le fameux endobélie. Ce qu'on retrouve beaucoup dans l'endométriose, parce que, vous l'avez compris, c'est une maladie qui est complexe, qui peut faire mal parfois quotidiennement en fonction de sa forme d'endométriose, c'est la fatigue chronique. Parce que la douleur, elle épuise, que le corps, il est fatigué, que les nuits, elles ne sont plus réparatrices, parce que parfois, des fois, les traitements, ils sont lourds, parce que ça a forcément un impact sur la santé mentale des personnes. Et tout ça, ça épuise et ça fatigue. La fatigue chronique, moi, je l'explique, j'aime beaucoup la théorie des petites cuillères. Donc, je me trompe tout le temps dans les petites cuillères, vous m'excuserez, mais vous avez sur YouTube les bonnes petites cuillères. Mais par exemple, une personne qui n'a pas de maladie chronique, pour sa journée, elle a 10 petites cuillères de sucre. Elle va prendre sa douche, son petit déjeuner, elle prend une cuillère. Une personne qui a une maladie chronique, telle que l'endométriose, telle que l'adénomiose, elle va prendre son petit déjeuner, faire sa douche, elle a déjà pris 3 petites cuillères de sucre. Donc en fait, elle, quand elle arrive à midi, elle est beaucoup plus fatiguée parce qu'elle est plus fatigable. Et ça ne se voit pas, la fatigue chronique. C'est des personnes qui vont dormir 10 heures et qui vont être totalement épuisées comme si elles n'avaient absolument pas dormi de la nuit. Et je vous l'ai expliqué tout à l'heure, à la fois une cause et une conséquence. On sait que l'endométriose est responsable de 30 à 40% des cas d'infertilité. Et en fonction de sa forme d'endométriose, en fonction du délai diagnostique, en fonction de sa prise en charge, en effet, l'endométriose, dans ses formes notamment les plus sévères, est un handicap invisible. Et je tiens quand même à rappeler que 80% des handicaps sont invisibles. Alors, comment on va pouvoir poser un diagnostic? Comment on va pouvoir prendre en charge l'endométriose? Le premier outil de diagnostic, c'est un interrogatoire précis. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va pouvoir mettre le professionnel de santé sur la piste possible d'une endométriose ou d'une adénomiose, à condition d'être accompagné de professionnels de santé formés à l'endométriose et à l'adénomiose. Ça va être de savoir quand est-ce que vous avez eu vos règles pour la première fois. Quels médicaments vous prenez? Combien de fois vous avez raté l'école? Est-ce que vos parents vous emmenaient aux urgences parce que vous aviez très mal au ventre? Est-ce que vous avez raté le travail? Combien d'arrêts maladie est-ce qu'il y a eu? Quels sont tous les symptômes associés qu'on a vus juste avant qui paraissent anodins, mais pour un professionnel de santé formé qui permet de reconstituer un puzzle et d'aller sur la piste potentielle d'une endométriose ou d'une adénomiose. Et donc, si c'est évocateur, on va vous prescrire des imageries médicales. C'est des recommandations qui viennent tout juste d'être mises à jour, à laquelle EndoFrance a participé. C'est des recommandations de la HAS, c'est la Haute Autorité de Santé, qui ont été publiées en juin 2025. Le premier outil de diagnostic de l'endométriose, c'est l'échographie endovaginale. C'est-à-dire que, vous voyez tout à droite, on vous a représenté l'appareil génital féminin. On vient introduire par le bas, donc au niveau du vagin, une sonde échographique pour aller au plus proche des atteintes. C'est une échographie qui se réalise bien évidemment avec votre consentement. Ça fait partie des recommandations mises à jour en juin 2025. Et uniquement pour les personnes qui ont une activité sexuelle. Si on n'a pas eu d'activité sexuelle, on ne va pas introduire une sonde. C'est un examen qui peut être un petit peu douloureux puisqu'en fait, on va venir aller au plus proche des lésions et on va un peu mobiliser l'utérus pour voir s'il est fixé, s'il y a des adhérences. Donc, c'est un examen qui, en effet, peut être un petit peu douloureux et qui doit vraiment être réalisé par un échographe qui est formé. Si la personne ne peut pas avoir une échographie endovaginale parce que trop douloureuse, parce qu'elle ne le souhaite pas, parce qu'elle n'a pas d'activité sexuelle, on va passer en suspubien, c'est-à-dire qu'on va rester au niveau de votre ventre. C'est un petit peu moins efficace, mais par un radiologue formé, ça permet quand même de voir en général s'il y a au moins des endométriomes. Et par expérience, dans la littérature, on sait que lorsqu'on retrouve un endométriome, cette forme au niveau de vos ovaires, dans 50 à 80% des cas, il y a une endométriose profonde qui est associée. Si l'échographie est évocatrice, si on a un petit doute, on va pouvoir orienter vers une IRM pelvienne. L'IRM n'est pas du tout l'examen d'imagerie de première intention, puisque l'IRM, elle permet d'aller cartographier un petit peu en profondeur vos atteintes. Il faut savoir que la forme superficielle dont je vous ai parlé juste avant, cette forme qui reste à la surface du péritoine, c'est la forme d'endométriose la plus complexe à diagnostiquer qu'on ne verra pas à l'IRM. C'est une forme qu'on ne peut pas voir et pour autant, c'est une forme qui peut être extrêmement invalidante au quotidien si la cellule est posée notamment près d'un nerf. L'échographie permettra de la voir un petit peu plus. C'est pour ça que les recommandations de la Haute Autorité de Santé, du Collège national des gynécologues et obstétriciens français, elles sont très claires. En l'absence de confirmation à l'imagerie, si vous avez un tableau clinique qui est évocateur d'une endométriose, d'une adénomiose, on doit vous prendre en charge puisqu'on sait
que parfois, certaines formes d'endométriose ne sont pas visibles à l'imagerie. Et c'est là où on doit vous mettre en place le traitement pour préserver votre qualité de vie, préserver votre fertilité s'il y a un désir de grossesse en fonction de votre âge, parce qu'on ne doit pas vous laisser avec vos douleurs. Et donc, c'est quoi la prise en charge de l'endométriose, de l'adénomiose? Vous l'avez vu tout à l'heure, on n'a pas de traitement. On ne va pas pouvoir vous guérir. Par contre, l'idée, ça va être de vous aider à retrouver un quotidien moins douloureux, de pouvoir retrouver un quotidien beaucoup plus doux et de faire taire au maximum les douleurs et tous les symptômes associés. Et pour ça, c'est une alliance thérapeutique individuelle, propre à chacune, que vous co-construisez avec les professionnels de santé qui vous entourent. Le premier traitement, on l'a compris, l'endométriose, l'adénomiose, c'est une maladie qui est hormonodépendante. Il faut venir stopper ce message œstrogénisant, il faut venir stopper les saignements. Et ça, en l'état actuel de la recherche sur cette maladie, le seul outil qu'ont les professionnels de santé, c'est un traitement hormonal en continu. C'est la mise en aménorrhée, c'est-à-dire qu'on vient stopper les règles. Ça n'a rien à voir avec la ménopause artificielle, qui est encore autre chose. Là, c'est vraiment, on vient stopper les règles pour mettre au repos, pour venir assécher au maximum et essayer de faire diminuer au maximum les douleurs. Parfois, le premier traitement hormonal en continu sera le bon et c'est vraiment super pour la personne. Il faut l'essayer en moyenne 3 à 6 mois pour savoir s'il y a un effet sur les douleurs et les symptômes avec le moins d'effets secondaires possible. C'est vraiment cette balance que le professionnel de santé va essayer de trouver cet équilibre avec vous. Puis parfois, il faudra en essayer 4, 5, 6, 7, 8, parfois jusqu'à 10. Le temps de trouver vraiment cet équilibre qui vous permet de retrouver votre qualité de vie, de diminuer vos douleurs, diminuer vos symptômes et en même temps de ne pas avoir trop d'effets secondaires. En complément, il faut un traitement de la douleur, c'est ce qu'on appelle un traitement antalgique, parce que l'endométriose, c'est une maladie dont le symptôme premier, c'est la douleur, une douleur qui peut être présente quotidiennement. Il faut vraiment faire taire ce message de la douleur pour que cette douleur ne devienne pas chronique, c'est-à-dire que votre cerveau ne mémorise pas le message de la douleur. Et en complément de tout ça, et là aussi, c'est les recommandations de la Haute Autorité de Santé et du Collège national des gynécologues et obstétriciens français, c'est plein de soins de support. C'est un peu comme une petite boîte à outils dans laquelle, en tant que patiente, vous allez aller piocher. C'est de la kinésithérapie, de l'ostéopathie, parfois une sexologue, un sexologue quand la sexualité est impactée. La psychologie, c'est essentiel dans l'endométriose puisque ça a un impact très fort sur la santé mentale des gens. C'est de l'acupuncture, c'est de l'activité physique adaptée parce que quand on a mal, on se fige, on n'a pas envie de bouger. Et pourtant, on a de plus en plus d'études qui montrent l'intérêt de l'activité physique adaptée dans le cadre des douleurs chroniques, notamment liées à l'endométriose et à l'adénomiose. Il ne faut pas tout essayer en même temps. Il faut aller voir des professionnels qui sont formés à l'endométriose et à l'adénomiose. Il faut aller voir ce qui vous convient, ce qui vous permet de retrouver de la qualité de vie et de retrouver votre équilibre. On a de plus en plus également de programmes d'éducation thérapeutique du patient qui sont en train de se structurer. En région parisienne, vous en avez notamment, ce qui vous permet d'accéder à une prise en charge pluridisciplinaire gratuite pour pouvoir accéder à des soins de support qui sont parfois quand même assez coûteux, il faut le reconnaître. Et puis, la chirurgie, elle peut intervenir dans la prise en charge de l'endométriose. Je regardais l'heure. Elle peut arriver dans la prise en charge de l'endométriose, mais jamais en première intention. Quand on échange maintenant avec les professionnels de santé, notamment les chirurgiens de l'endométriose, si possible, on opère une fois dans la vie d'une personne qui a de l'endométriose et de l'adénomiose, parce qu'on se rend compte que parfois opérer, ça peut être plus délétère pour la personne, notamment quand il y a des phénomènes d'hypersensibilisation, c'est-à-dire que le corps a mémorisé la douleur. Et ça, c'est plus compliqué. La chirurgie de l'endométriose, c'est des chirurgies qui peuvent être très lourdes, qui peuvent être très complexes. Vous l'avez compris, ça peut toucher des organes fonctionnels, le poumon, le diaphragme notamment. Donc, ça doit être réalisé par des experts de la chirurgie et toujours décidé dans des réunions pluridisciplinaires, c'est-à-dire que c'est plusieurs professionnels de santé qui vont se réunir autour de votre dossier et qui vont décider que là, en effet, ça nécessite peut-être une opération parce que votre qualité de vie est trop dégradée, parce que peut-être il y a un risque, parce que vous êtes dans un désir de fertilité et on a envie de tenter une grossesse spontanée, donc on va venir un petit peu nettoyer. Voilà, donc c'est vraiment là que la chirurgie va trouver sa place. Lors d'un diagnostic, on ne doit jamais vous proposer en première intention une chirurgie complète de l'endométriose. Ce ne sont absolument pas les recommandations des sociétés savantes. Vous l'avez donc compris, c'est une maladie complexe. Diagnostic complexe, prise en charge complexe, symptômes complexes, maladie invisible,
forcément, ça a un impact sur le quotidien des personnes et ça a un impact très fort. En 2020, Endo-France, on s'était associé à Ipsos et à Gédéon Richter pour aller interroger les femmes, mais nous, on rencontre aussi de 30 000 à 40 000 personnes par an en Endo-France dans le cadre de nos actions. Et donc, on échange beaucoup avec les femmes concernées, avec leurs proches, et ça a un impact sur toutes les sphères de la vie. Plus de 60% dans leur vie sexuelle, plus de 67%, je le disais tout à l'heure, sur le plan psychologique, parce que c'est dur, la maladie, elle ne se voit pas. C'est une maladie dont on parle beaucoup maintenant, mais qui isole quand même, parce que on connaît beaucoup le mot endométriose maintenant, et ça c'est vraiment super, c'est-à-dire qu'on a sorti ce mot de l'ombre, et c'est précieux, c'est un premier pas pour une meilleure intégration, une meilleure inclusion des personnes qui ont cette maladie, mais on a tendance à penser que c'est juste des douleurs de règles. Or, vous l'avez compris, c'est bien plus compliqué que ça. Et en effet, quand nous, on a interrogé ces personnes, le mot très fort qui ressortait dans nos échanges et qui continue à ressortir, c'est l'incompréhension. C'est l'incompréhension à laquelle elles s'exposent parfois, pas par méchanceté, mais quand elles osent libérer leurs paroles, d'entendre des petites réflexions qui peuvent vraiment heurter. Quand on vit des parcours compliqués avec la maladie, moi, ma cousine, elle a eu un bébé et ça va mieux, ça lui a guéri son endométriose. C'est super pour la cousine. Spoiler alerte, la grossesse ne guérit pas l'endométriose. C'est vraiment une idée reçue. Ou d'entendre, bah, c'est bon, t'as qu'à tout te faire enlever et puis ça ira beaucoup mieux demain. Bah non, en fait, ça marche pas comme ça, l'endométriose. Et l'incompréhension, cette méconnaissance de cette maladie, bah, elle finit par isoler. Et ça aussi, ça affecte la santé mentale des personnes qui sont concernées, mais aussi des proches, parce que c'est dur de partager la vie d'une personne qui parfois souffre au quotidien et d'être impuissant à ses côtés. Pour des collègues aussi, des fois, c'est pas évident de voir la collègue souffrir et de ne rien pouvoir faire. Forcément, impact sur le quotidien, ça serait super que la maladie s'arrête aux portes des entreprises, mais là aussi, c'est pas le cas. Elles rentrent forcément avec la collaboratrice, le collaborateur au sein des entreprises. Et là aussi, c'est une étude, c'est toujours la même étude, Endovie 1, avec Ipsos et Gédéon Richter. Et cette étude, elle nous avait alerté parce que sur 1500 répondantes, 65% reconnaissaient un impact de la maladie dans leur quotidien professionnel, avec notamment une augmentation de leur niveau de stress dans plus de 58% des cas. Pourquoi? Parce qu'elles ont peur d'avoir une crise au pire moment, elles ont peur d'être en conférence et d'avoir d'un seul coup une crise de douleur absolument terrible, parce que l'endométriose, vivre avec une maladie chronique, l'adénomiose, ça ajoute une charge mentale. Les soins, les traitements, vous l'avez compris, le parcours de soins, il est très complexe. Si en plus on a des difficultés de fertilité, on rentre dans des parcours de ce qu'on appelle de PMA, c'est-à-dire d'assistance pour avoir un enfant. Et tout ça, forcément, ça augmente le niveau de stress au travail dans un milieu qui a quand même un enjeu de performance. Ce qui me permet de vous partager quelques témoignages qu'on a reçus dans le cadre de nos études. On m'a dit que j'étais une tire au flanc parce que je m'absentais trop et que je n'avais pas de raison valable. Sophie. J'étais trop absente, alors mes projets ont été confiés à une autre personne, Myriam. Et enfin, Patricia, on m'a clairement dit que je n'évoluerai jamais dans l'entreprise à cause de ma maladie. Et ça, c'était de 2020. Pardon. Et on se rend compte qu'il y a des freins encore très ancrés puisque on a réitéré notre étude avec Ipsos, Gédéon Richter et cette fois-ci également Endomine. Donc, c'est une étude toute récente d'octobre 2025 qui a interrogé encore un plus large panel. Et là, dans cette étude, on avait 1800 personnes en activité professionnelle. Et les freins sont très présents, notamment chez les personnes concernées. La peur d'être stigmatisée pour plus d'une répondante sur deux. Elles ont peur qu'en libérant leur parole, elles soient stigmatisées par les collègues, par la hiérarchie, par un peu tout l'écosystème de l'entreprise. Elles ont peur d'un impact sur leur carrière. Elles estiment aussi beaucoup que c'est un sujet qui est intime, personnel, qu'on ne doit pas parler de ça en entreprise. Et surtout, moi, c'est ce qui m'a le plus frappé lorsqu'on a étudié les résultats de cette étude, c'est que 73% ne connaissent pas leurs droits de maintien en emploi, alors qu'il existe beaucoup de leviers dont on va parler juste après pour pouvoir concilier une maladie chronique telle que l'endométriose, telle que l'adénomiose, lorsqu'il y a un impact sur le quotidien professionnel. Certaines pourront très bien travailler avec leur endométriose, leur adénomiose, mais pour d'autres, en effet, c'est plus compliqué. Et donc, des temps d'échange, comme le fait aujourd'hui la Banque de France, c'est précieux et ça répond vraiment à une demande des collaborateurs et des collaboratrices, puisque dans son baromètre de 2025, la Fondation Agir pour le cœur des femmes, montrait que 2 tiers des femmes considèrent que l'employeur il a un rôle à jouer en matière de prévention de la santé des femmes. On ne peut pas ignorer 49% des personnes actives dans notre pays.
Et surtout, je pense qu'il est important de garder à l'esprit, ça c'est les chiffres notamment aussi de l'AGFIP, les maladies chroniques, le handicap invisible est et sera visiblement de plus en plus présent au sein de nos sociétés. On sait qu'actuellement, il y a au moins une personne sur 5 qui souffre d'une maladie chronique. Moi, je suis profondément convaincue que parler de santé de la femme, d'endométriose, d'adénomiose au sein de nos structures, ce n'est pas médicaliser le travail, c'est, je pense, un vrai enjeu d'inclusion, d'égalité et de permettre à chacun de trouver sa place dans un écosystème, dans une dynamique de performance durable. Et les leviers, ils existent. Et c'est là où je vais passer la parole pour parler des leviers de maintien en emploi. Alors, effectivement, eh bien oui, on ne peut pas parler d'endométriose sans parler de maintien en emploi. J'en reçois encore, alors je ne sais pas si on m'entend bien, je vais peut-être rapprocher. Oui, c'est bon? Ok. J'en reçois encore beaucoup de femmes qui effectivement se présentent soit à l'infirmerie, soit pour des consultations, hein, infirmières, qui ont une endométriose et qui me disent effectivement ne pas connaître leurs droits. Quelles sont les possibilités pour elles? Quelles sont les solutions? Et il est vrai que lorsqu'on se fait diagnostiquer, ben souvent on repart simplement avec notre compte rendu et ça s'arrête là. C'est vrai que très souvent, les spécialistes, les médecins, pas tous, hein, mais dans la plupart des cas, ne posent pas la question forcément aux femmes: «Et alors, comment ça va au travail? Comment ça se passe pour vous? Qu'est-ce que je peux faire? Et voilà ce que vous pouvez faire. Quels sont vos droits?» et cetera. C'est vrai que cette question-là, elle est très peu abordée et donc on se retrouve, eh bien avec des femmes, démunies, qui vont, bah, du coup s'absenter régulièrement puisque, bah, on le rappelle, hein, les règles, ça revient quand même tous les mois. Donc c'est quand même quelque chose, qui va, bah, se renouveler, très rapidement. Alors, le lien avec le travail. Ce qu'on peut aujourd'hui, préconiser en tout cas, il y a plusieurs, possibilités. Il faut bien le comprendre et le rappeler. Bon, on l'a déjà rappelé, plusieurs fois, hein, mais je vais encore à nouveau le dire. C'est vraiment au cas par cas. Je rappelle qu'il y a aussi des femmes avec, de l'endométriose qui vivent très bien avec, qui n'ont pas de douleur, qui n'ont pas, spécialement besoin, d'un aménagement de poste ou qui, n'ont pas besoin de prendre des anti-inflammatoires ou des antalgiques. Donc, c'est pas non plus, toujours le cas, hein, donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut vraiment, prendre, voilà, au cas par cas, selon le dossier médical, selon, les atteintes et l'impact que ça a sur la vie, personnelle et professionnelle. Lorsque la maladie, elle a un impact sur la vie professionnelle et personnelle, là, on peut mettre en place plusieurs choses. Tout d'abord, vous pouvez demander aussi à votre médecin traitant, d'avoir une ALD, donc c'est une affection longue durée, si, votre état de santé nécessite quand même d'avoir des soins réguliers, de passer des imageries, de manière, régulière. C'est une prise en charge à 100 de votre pathologie. Elle n'est pas, donnée, hein, automatiquement, mais elle peut l'être si effectivement, on considère que la pathologie prend quand même voilà, un fort impact sur votre vie, en général, sur votre qualité de vie. Ensuite, nous avons la possibilité également de demander une RQTH, donc une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Pareil, c'est pas de l'automatique, mais si effectivement, votre qualité de vie est altérée, vous pouvez en faire la demande. Alors, la RQTH, vous pouvez aller directement sur le site de la MDPH de votre département. Donc c'est, la maison départementale des personnes handicapées et sur ce site, vous avez un dossier médical que vous pouvez remplir en ligne ou le télécharger. Il y a 2 volets. Il y a un volet qui sera à remplir par votre médecin traitant ou votre spécialiste d'ailleurs et un volet qui sera à remplir par vous, et vous devrez décrire, bien voilà, tous vos symptômes, ce que ça engendre, voilà, les impacts sur votre vie personnelle, sur votre vie professionnelle et vous pourrez, voilà, y mettre d'ailleurs, c'est fortement recommandé d'ailleurs, d'y insérer, vos résultats d'examen, des courriers de vos spécialistes, enfin vraiment tout document qui se rapporte à votre pathologie. Vous pouvez joindre ça au dossier, l'envoyer et vous aurez une réponse, environ, il faut compter à peu près 4 mois, hein, pour avoir une réponse de la MDPH.
Alors, il peut y avoir aussi une demande accélérée de fait, c'est-à-dire qu'une personne où il va vraiment y avoir une urgence pour le maintien en emploi, une personne qui sort de chirurgie, une personne qui peut vraiment pas aller au travail et qui risque de perdre peut-être son emploi, ou en tout cas, il va y avoir un fort impact. Le médecin du travail peut faire aussi une demande accélérée de RQTH pour éviter d'attendre 4 mois, évidemment, d'avoir une réponse de la MDPH. Donc ça, c'est une possibilité. Si vous voulez effectivement plus d'informations sur tout ça, tout ce qui est RQTH, etc., nous avons aussi à la banque la mission handicap, bien évidemment, que vous pouvez contacter pour poser toutes vos questions. Vous avez aussi les assistantes sociales, qui, d'ailleurs, nous en avons une avec nous aujourd'hui, euh, qui peuvent aussi répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à les solliciter pour leur demander vos droits. Voilà, vos droits, comment ça se passe, comment ça s'organise, quelles vont être les possibilités pour vous. Et ensuite, bien évidemment, on peut aussi faire des aménagements de poste. Pour les aménagements de poste, ça peut être une flexibilité d'horaire, ça peut être du télétravail médical, ça peut être aussi du mobilier, peut-être un siège ergonomique plus adapté, puisqu'on le sait que la position assise de manière prolongée peut aussi être douloureux. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités dans l'aménagement de poste. Donc ça, il faut demander un rendez-vous avec le médecin du travail et en parallèle apporter vos documents médicaux. Et là, le médecin du travail verra avec vous, en fonction de votre état de santé, ce qu'il pourra faire et vous préconiser comme aménagement. Donc voilà, donc vous l'avez bien compris, c'est du cas par cas en fonction de votre pathologie, de la localisation de vos lésions, des impacts qu'elles ont sur votre vie. Mais en tout cas, il existe quand même des solutions qu'il faut connaître et qu'il faut mobiliser parce que vous y avez le droit. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir aussi vers le service de santé pour nous poser vos questions, que ce soit par mail. Vous pouvez venir à l'infirmerie aussi, nous rencontrer. On se fera un plaisir de répondre à vos questions et de vous orienter. Voilà, les assistantes sociales, la mission handicap, on est là pour répondre à toutes vos questions. Voilà. Cool. Je me permets juste de compléter. Ça peut faire peur le mot handicap, mais c'est vraiment reconnaître qu'à un instant, dans votre parcours avec votre maladie, en effet, vous n'êtes pas à 100% de vos capacités physiques. Et je sais également que vous avez des psychologues sur place. N'hésitez pas à aller les voir parce que, en effet, c'est pas facile d'accepter de dire là, je suis handicapée en raison de ma maladie. C'est dur parfois à accepter. Et nous, Endo-France, on collabore avec les services de santé de prévention au travail depuis de nombreuses années. On a la chance d'avoir un médecin du travail au sein de notre conseil scientifique pluridisciplinaire. C'est vraiment un allié précieux pour votre maintien en emploi. Et ils sont soumis au secret médical. Donc vraiment, n'hésitez vraiment pas à mobiliser les ressources. Il y a de plus en plus de chiffres sur la désinsertion professionnelle silencieuse en raison du fait que les femmes n'osent pas parler de leur endométriose par peur, alors qu'il existe des leviers, que vraiment il existe des choses pour pouvoir concilier et sa maladie et sa carrière professionnelle. Oui, c'est vrai. Alors effectivement, oui, je rebondis sur le mot handicap. C'est vrai que j'ai reçu, parce que voilà, j'ai reçu une dame récemment qui me disait qu'elle n'osait pas effectivement demander sa RQTH puisqu'elle ne se considérait pas handicapée. Alors, c'est intéressant d'entendre ça, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne souhaitent pas demander une RQTH parce qu'en effet, elles ont un petit peu peur aussi de ce mot-là. Mais pourtant, 80% des handicaps sont des handicaps invisibles. Et vous pouvez également de toute façon faire votre demande de RQTH, mais vous n'avez pas l'obligation non plus de le déclarer à l'employeur. Donc, il y a vraiment aussi deux choses différentes à prendre en compte. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment dans votre intérêt, c'est pour vous protéger et pour vous aider au maintien en emploi. Voilà. Mais pour ne plus en avoir peur, il faut se renseigner, s'informer. Et c'est pourquoi je vous encourage à nouveau à nous poser toutes vos questions. Bien sûr, je laisse la parole à notre assistante sociale. Latifa Sabri, assistante sociale, juste préciser qu'on a aussi dans l'entreprise un accord handicap qui permet effectivement, qui est assez bien fourni, je trouve, et qui permet de faire des aménagements de poste. Donc, il ne faut pas hésiter à venir nous voir, qu'on vous explique un peu tout ça.
Et juste pour reprendre sur le dossier MDPH, effectivement, donc il y a 2 volets. Très, très important, ce qu'on voit, nous, dans les commissions, c'est que les certificats médicaux soient très, très bien remplis, très détaillés, qu'il y ait les conséquences sur la vie quotidienne et professionnelle, et de la même façon sur le volet personnel, bien détaillé dans les... Vous avez des encarts pour ça, bien détailler les conséquences de la vie personnelle, quotidienne et professionnelle. Parce que ce sont des dossiers, ils ne vous voient pas, donc c'est important, très, très important, de mettre tous les éléments possibles. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe aux questions-réponses, puisque d'ailleurs, c'était les ressources, mais on pourra vous les partager en intranet. Alors, dans la salle, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pensez juste à activer votre micro qui est devant vous pour que les collègues à distance vous entendent. Je peux démarrer avec... vous voulez... Allez-y, allez-y, je vous en prie, allumez votre micro. J'ai une petite remarque suite à ce que vous avez expliqué sur les examens qui sont possibles quand on est dans le cas d'une adolescente très jeune. L'échographie endovaginale ne va pas être possible. L'échographie, les spécialistes nous ont dit qu'on ne voyait pas à cet âge-là. Et il a fallu insister pour avoir une IRM. Et là, on a pu diagnostiquer une endométriose profonde. Mais sans avoir l'information au préalable, qu'il y avait possibilité de faire aussi une IRM. Pour Oui, je comprends. les adolescentes, c'est pas... Vous soulevez un sujet encore plus particulier, c'est le cas des douleurs de règles invalidantes chez les très jeunes. En fait, dans la littérature, on avait très peu de diagnostics d'endométriose profonde chez les très jeunes. Donc, en fait, l'IRM, en effet, ne permettait pas de diagnostiquer. Donc, l'IRM n'était pas dans les outils de diagnostic chez les jeunes. C'est pour ça, avec le distinguo des dysménorrhées primaires, donc je vous expliquais tout à l'heure, et des dysménorrhées secondaires. C'est pour ça qu'en général, on n'envoie pas vers un IRM. Le cas de la prise en charge des jeunes qui ont des douleurs de règles très invalidantes, c'est un sujet sur lequel ils travaillent beaucoup, puisque toutes les douleurs de règles primaires ne seront pas forcément de l'endométriose. Et il est vrai qu'ils évitent de faire des IRM parce que, en général, on ne voit pas. Et ça, c'est vraiment parce que, en grande majorité, sur la majorité des IRM, on ne voyait rien. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas rentré dans les batteries. Parce qu'on a toujours pensé, mais là encore, il faut que la recherche elle avance, on a toujours pensé, et c'est encore un petit peu le dogme, c'est que les endométrioses profondes sont en lien avec l'errance diagnostique, c'est-à-dire que ça débuterait par une endométriose superficielle, péritonéale, et puis comme on n'est pas pris en charge cycle après cycle, ça devient plus profond. Donc, on pense que chez les très jeunes, on ne va pas retrouver d'endométriose profonde. Voilà, c'est pour ça. Et du coup, je suis désolée qu'il y ait un parcours aussi compliqué. Au moins, elle a eu son diagnostic. Ouais. Mais c'est vrai que chez les jeunes, c'est compliqué. Il y a aussi alors le phénomène de banalisation de la douleur, bien évidemment, surtout chez les jeunes. Voilà. Puisque ce sont des adolescents. Alors, on va dire, c'est la crise d'adolescence. Peut-être qu'elle exagère un peu. Peut-être qu'elle n'a pas trop envie d'aller à l'école. Voilà. Donc, il y a encore ça aussi qui joue beaucoup dans la prise en charge et qui peut ralentir justement la prise en charge. Donc, rappelons-le quand même, effectivement, des douleurs de règles qui empêchent d'aller à l'école ou vraiment, c'est extrêmement douloureux. Il peut y avoir des nausées, des vomissements, des malaises, etc. On doit effectivement consulter, ce n'est pas normal, ce n'est pas du cinéma. Et alors, en première intention, il va falloir vraiment aller consulter chez des spécialistes, pas chez n'importe qui, pas n'importe où. Donc, c'est là où ça va être difficile, c'est qu'il va falloir trouver un réseau de personnel qui soit compétent en endométriose, donc notamment via l'association Endo-France, les bénévoles peuvent vous orienter justement vers ces réseaux appropriés pour aller voir les professionnels adéquats qui vont, eux, pouvoir prendre en charge correctement et plus intelligemment la maladie. Et en effet, si on ne peut pas passer par l'échographie endovaginale, oui, il peut y avoir une IRM, il peut y avoir un scanner, il peut y avoir une échographie abdominale aussi, pelvienne aussi. Sachant que Mais l'interrogatoire clinique parfois, l'interrogatoire clinique en général, à lui seul, permet déjà de diagnostiquer une grande majorité des endométrioses.
Ensuite, effectivement, on met en parallèle une imagerie, mais déjà à l'interrogatoire clinique, s'il est fait par un spécialiste de l'endométriose, déjà à la fin de cet interrogatoire clinique, il peut déjà poser quasiment un diagnostic pratiquement sûr d'endométriose. Mais là, il faut vraiment, c'est surtout ça vraiment que j'ai envie de dire aujourd'hui, aller directement voir un spécialiste de l'endométriose dès que vous avez des douleurs. Renseignez-vous sur les réseaux, que ce soit avec EndoFrance, que ce soit avec d'autres services. Alors maintenant, dans les hôpitaux, il y a beaucoup de services aussi spécialisés, que ce soit Saint-Joseph, Port-Royal, Cochin, etc. Il y a quand même beaucoup de services qui sont spécialisés dans l'endométriose. N'hésitez pas à leur envoyer un mail, les contacter pour leur demander vraiment un contact de gynécologue ou de spécialiste pour passer vos examens avec des radiologues aussi compétents. C'est-à-dire que ces spécialistes-là vont vous envoyer vers des radiologues, vers des échographes qui sont spécialisés en endométriose. Vous pouvez aller très bien faire une échographie ou une IRM dans un centre d'imagerie, mais si la personne n'est pas spécialisée au repérage des adhérences et des lésions d'endométriose, vous ressortirez avec une imagerie totalement normale et on vous dira il n'y a rien. Et c'est pour ça qu'on atteint 7-10 ans d'errance médicale. Donc vraiment, on se renseigne, on va voir un spécialiste qui, lui, va nous envoyer dans un centre d'imagerie spécialisé. Voilà, c'est ça qu'on peut dire aujourd'hui. Douleur chez les jeunes, vous pouvez aller voir les sages-femmes formées. En fait, la stratégie nationale, elle a demandé aux professionnels de santé de créer un maillage territorial et de respecter une graduation de l'offre de soins, du niveau 1 au niveau 3. Pourquoi? Parce que le niveau 1, on doit pouvoir avoir des réflexes endométriose, des diagnostics beaucoup plus précoces et une prise en charge. Et surtout, on doit désengorger le niveau 3, ces fameux centres experts, pour pouvoir permettre aux patientes qui ont besoin d'une chirurgie, notamment en urgence, d'accéder à du niveau 3. Ce ne sont pas les chirurgiens spécialisés de l'endométriose qui doivent poser des diagnostics, puisqu'un interrogatoire permet en général, en effet, de mettre sur la piste. Et donc, vous avez en Île-de-France la filière ENDO-IDF, ENDO-IDF. Vous avez sur leur site, ensuite vous retrouvez leurs 4 sous-structures. Je ne sais plus leur nom de tête, mais en tout cas, vous pouvez aller sur leur site et eux, ce sont les professionnels de santé qui se forment entre eux à la prise en charge de l'endométriose et surtout qui vous mettent en place un annuaire. Donc sur cet annuaire, vous retrouverez les radiologues formés, les sages-femmes formées à l'endométriose et pour des jeunes, sages-femmes formées à l'endométriose, c'est déjà très 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 bien. Et elles, en fait, comme elles sont formées, elles sauront mettre dans le parcours de soins et envoyer vers les bons professionnels au bon moment en fonction de la prise en charge. Alors, j'ai des questions à distance. On me demande notamment à partir de quel âge et jusqu'à quel âge on peut rencontrer ce type de maladie et si à partir de la ménopause, les douleurs s'arrêtent. On en parlait justement tout à l'heure. L'endométriose, ça peut commencer dès les premières règles. Ça peut commencer un peu plus tard dans la vie d'une personne. Chaque cas est différent. Et pour l'instant, la recherche ne nous permet pas d'en comprendre un peu mieux le fonctionnement, même si c'est en cours. Concernant la ménopause, on a toujours dit que déficit œstrogénique, maladie qui répond aux œstrogènes, ménopause, ça y est, on retrouve un mieux vivre avec l'endométriose et l'adénomiose. C'est en général la grande majorité des cas, mais on a de plus en plus de témoignages, parce qu'aussi la parole se libère, sur le fait que, arrivé à la ménopause, finalement, certaines ont encore très mal, soit en raison des conséquences de l'errance diagnostique, de la mauvaise prise en charge, toutes ces choses-là, soit parce que certaines cellules auraient la capacité à développer leur propre production d'œstrogènes. Et donc, en fait, même avec le déficit d'œstrogènes induit par la ménopause, c'est-à-dire les ovaires qui se mettent au repos, elles développent eux-mêmes leurs œstrogènes. Donc, en fait, elles sont toujours actives. Mais ça, pour l'instant, c'est des cas encore assez rares, en tout cas, remontés en littérature. Et on peut considérer que grande majorité des cas, ça s'arrête à la ménopause, mais comme toujours avec l'endométriose, il y a un mais, et il faut laisser les professionnels et les chercheurs faire leur travail pour qu'on ait des réponses plus précises. Autre question, est-ce héréditaire et y a-t-il un lien avec la prise de la pilule contraceptive? Alors non, aucun lien avec la prise de traitements hormonaux. Je sais qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent sur les traitements hormonaux. Les traitements hormonaux peuvent avoir des effets secondaires. EndoFrance fait partie des comités de surveillance, notamment avec l'ANSM, l'Agence nationale de la sécurité du médicament, au niveau des traitements hormonaux. Il n'y a pas de lien entre une endométriose qui serait peut-être plus intense et un traitement hormonal en continu ou la prise en avance d'un traitement hormonal en continu. Au contraire, le traitement hormonal vient mettre au
au repos les ovaires et vient stopper ce message œstrogénisant. Concernant l'hérédité, on n'a pas pour l'instant dans la recherche un gène qui est identifié comme prédisposant. Par contre, on sait que lorsqu'une mère, une sœur, une tante a une endométriose, le risque dans la descendance est multiplié par 5. C'est pour ça que dans l'interrogatoire, on va toujours vous demander s'il y a un cas dans votre famille. Malheureusement, en fonction des générations, moi je pense notamment, moi, ma maman n'était pas diagnostiquée, mais quand on parle avec nos parents, ben, on se rend compte qu'en fait, elle souffrait, puis que peut-être elle avait des saignements très abondants, et en fait, ça, les médecins refont le fil. Autre question sur l'évolution de la maladie. Est-ce qu'il y a des études qui suivent un peu le nombre de cas en fait en France ou mondial? Est-ce qu'il y a une évolution plutôt à la baisse, à la hausse, à une constance? Et quelles sont les causes en fait d'une potentielle hausse ou baisse de cette maladie? D'accord. Alors, on a des études qui, pour l'instant, sont plutôt à la hausse en termes de cas diagnostiqués et en termes de délai diagnostic, ce qui est en fait cohérent. 2022, surtout en France, libération de la parole des femmes, beaucoup avec MeToo. Ensuite, on a eu 2022, stratégie nationale de lutte contre l'endométriose, mise en avant de cette pathologie. Donc, on libère la parole, plus de professionnels santé, forcément plus de diagnostics, plus de personnes qui parlent, plus de délai diagnostic un petit peu, il est rallongé de quelques mois. Ce qui est logique aussi, le temps que c'est pas normal, mais en fait, ça s'explique. En tout cas, ça ne veut pas dire qu'il y a une augmentation des cas parce qu'il y aura un facteur externe, peut-être. C'est juste qu'on a libéré la parole, que toutes ces personnes qui se taisaient le disent maintenant. Donc, en effet, il y a forcément une augmentation de ce côté. Il y a un suivi, en effet, il y a des études. On a la chance d'avoir, notamment à Paris, le docteur Marina Gvaskov, qui pilote la cohorte Compare. C'est vraiment la médecine est en train de se repenser et de se centrer autour de la patiente. On est vraiment en train de remettre la patiente au cœur pour avancer sur la recherche. Et Marina, elle pilote cette cohorte qui est la plus grosse cohorte de patientes atteintes d'endométriose. Si vous êtes atteinte, je vous invite vraiment à aller sur Compare et à vous inscrire parce que la participation des patientes, elle est précieuse. En fait, vous répondez à des questionnaires et des études sont menées par des chercheurs, notamment de l'INSERM. Donc oui, on a un suivi. Pour l'instant, on n'a pas encore tous les résultats. Mais on a des chercheurs en France et en Europe extrêmement actifs sur le suivi de l'endométriose et de ses formes. Ce qu'on sait actuellement, c'est que avec le bon traitement hormonal, notamment l'endométriome, cette forme sur les ovaires, ça fait partie de ces formes qui, un tiers des cas, n'évolueront pas, voire vont régresser avec le bon traitement hormonal. Dans les 2 tiers restants, ce qu'on sait en l'état actuel des données scientifiques, c'est que dans ces 2 tiers, un tiers évolueront vers des formes sévères de la maladie. Pour qui, pourquoi, comment, quand, on ne sait pas dire. Une personne me demande comment est-ce qu'on peut réaliser un don pour la recherche sur l'endométriose. Alors, vous pouvez soit directement faire des dons à l'INSERM, par exemple, ou vous pouvez faire des dons à EndoFrance. Et EndoFrance, on flèche vos fonds sur la recherche chaque année. On a des chercheurs de l'INSERM bénévolement qui nous aident à choisir des projets à la fois cliniques et fondamentaux pour pouvoir financer la recherche. Une précision sur un pourcentage qui a été donné. Les cas d'infertilité sont-ils dus dans 30 ou 40% des cas à l'endométriose, ou est-ce que les personnes atteintes d'endométriose ont des problèmes de fertilité dans 30 à 40% des cas? Et c'est un gros sujet. L'endométriose a été découverte clairement par le prisme de la fertilité. C'est-à-dire qu'on s'est intéressé à cette maladie, pas parce que les femmes avaient mal, hein, vaste sujet. On s'est intéressé à cette maladie parce que les femmes avaient des difficultés à procréer. Et c'est là où on s'est rendu compte, tiens, il y a peut-être une maladie. Et en effet, c'est l'endométriose. Donc, c'est pour ça qu'on a tendance à dire à la fois cause et conséquence, parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup plus d'informations que ça. Mais en tout cas, je tiens vraiment à souligner que par contre, on a beaucoup avancé sur ça. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a de l'endométriose qu'on ne pourra pas avoir d'enfants, vraiment, parce qu'on voit des études sociologiques, psychologiques sur les diagnostics chez les très jeunes qui revoient leur parcours de vie par peur de ne jamais être mère. Il faut vraiment rassurer. Déjà, infertilité n'est pas stérilité. Ça pourrait être un parcours très compliqué et ça, il ne faut pas le nier en fonction de sa forme d'endométriose. Par contre, on est de mieux en mieux formés à accompagner les personnes qui ont de l'endométriose et de l'adénomiose, à accompagner les couples, à accompagner les femmes seules dans des désirs de grossesse et de maternité avec cette maladie. Oui. Je voulais savoir s'il existait un lien entre l'endométriose et les troubles alimentaires type allergie ou intolérance.
Troubles alimentaires, genre intolérance à certains aliments, des choses comme ça? Alors, il peut y avoir il n'y a pas d'étude entre l'effet de l'alimentation, etc., sur l'endométriose. Par contre, on sait que l'inflammation, ça augmente en fait votre température corporelle. Donc ça, en fait, de base, c'est délétère. Donc en effet, il y a des troubles digestifs associés avec des personnes qui vont plus supporter certains aliments. Ce qu'on sait d'autre, c'est que l'endométriose est souvent corrélée à ce qu'on appelle des comorbidités. Les comorbidités, c'est des maladies associées. Et en effet, des fois, on retrouve des syndromes de type SIBO. C'est des bactéries qui se développent pas bien au niveau du système digestif. Je ne suis pas une experte, donc je ne vais pas rentrer sur ce sujet. On retrouve aussi souvent de la maladie de Crohn, des choses comme ça. Il n'est pas rare que l'endométriose soit associée en effet à d'autres pathologies. L'alimentation peut avoir un effet sur les troubles digestifs. Il n'y a pas d'études, il n'y a pas de régime anti-endométriose, il n'y a pas de régime anti-inflammatoire, ça n'existe pas. Par contre, il y a des régimes méditerranéens. Vous avez notamment l'association Gyn et Diète, qui sont des diététiciens formés aux pathologies féminines, aux traitements médicamenteux, pour accompagner les personnes qui auraient en effet des effets et qui voudraient être pris en charge dans leur alimentation. Mais moi, je vois passer beaucoup de choses. L'endométriose, c'est déjà extrêmement lourd. On a beaucoup d'injonctions sociales, professionnelles. Si on peut manger du gluten, mangeons du gluten. Et faisons-nous accompagner par des professionnels de santé qui sont formés pour vous aider peut-être à retrouver un confort de vie au travers de l'alimentation si vous avez des troubles. Est-ce que je tiens à dire que ça aussi, c'est une idée reçue. Souvent, quand on a une endométriose, qu'on en parle autour de soi, souvent on nous répond « Bon, bah, t'as qu'à mieux manger et puis ça ira mieux. » Voilà. T'as qu'à arrêter de prendre des apéros de temps en temps aussi et puis tu vas voir tout de suite, tu auras une meilleure qualité de vie. Bon, non, en fait, pas du tout. Donc voilà, on rajoute en plus des injonctions, c'est vrai, aux personnes, alors que c'est déjà assez compliqué comme ça dans le quotidien de tout gérer. Mais alors si en plus donc, effectivement, non. Donc, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de corrélation. Après, en effet, encore une fois, c'est au cas par cas. Effectivement, il y a des femmes qui, en diminuant certains aliments, voire en évitant ou en supprimant, effectivement, vont avoir moins de troubles digestifs, peut-être parce que effectivement, l'inflammation sera un petit peu diminuée. Mais là, on est vraiment sur de la micronutrition et c'est pas, en tout cas, c'est pas un traitement. Voilà, il n'y a pas de traitement en tout cas. On l'a dit, les seuls traitements qui existent, c'est pour effectivement soulager les symptômes. Donc, les traitements hormonaux, les antalgiques, les anti-inflammatoires. Et ensuite, on a en complément, effectivement, on peut recommander de la kinésithérapie, de l'ostéopathie, effectivement certaines formes d'activité physique, notamment du yoga. Enfin, en fait, tout ce qui va aussi aider à la souplesse du corps, puisqu'on l'a vu, les adhérences, bah, ça colle, donc on est moins souple, donc on a mal. Donc effectivement, peut-être des activités physiques qui aident le corps à s'assouplir, ça oui. Les massages aussi, bien évidemment. Donc voilà, ça va être des pratiques comme ça qu'on va combiner et où on peut espérer du coup retrouver une qualité de vie un peu meilleure. Et voilà. Justement, par rapport à ce que tu disais, Jennifer, est-ce que peut se faire prescrire des séances de kiné ou d'ostéo pour faire diminuer les adhérences? Alors, effectivement, le spécialiste, vous avez des spécialistes de l'endométriose lors de votre diagnostic qui vont, oui, qui peuvent vous prescrire tout à fait des séances de kinésithérapie, notamment eh bien, quand vous avez des lésions au niveau des ligaments utérosacrés. Puisqu'on a vu aussi que dans l'endométriose, un des symptômes, c'est les douleurs pendant les rapports sexuels. Donc effectivement, il peut y avoir de la kiné. Alors je parle pour ce symptôme-là, mais ça peut être aussi pour d'autres symptômes, hein, mais notamment pour celui-ci où on sait qu'il y a quand même de bons résultats. Donc oui, oui, tout à fait, ça peut être prescrit par votre médecin. Je me permets de compléter. La kinésithérapie est rentrée dans les recommandations très récemment sorties par, j'ai oublié le nom, c'est la Société savante de la douleur chronique. Et alors, dans les prescriptions de kinésithérapie, il est important que votre professionnel de santé ne mentionne pas le mot endométriose ou adénomiose, puisque ça a été décoté par la sécurité sociale. L'ordonnance doit préciser rééducation périnéale ou rééducation des membres inférieurs en fonction de votre forme d'endométriose. Vraiment, c'est important, sinon il ne pourra pas prendre en charge par la Sécu. Une collègue
qui vit très mal donc d'avoir été diagnostiqué très tardivement et qui demande si il y a des professionnels en santé mentale à consulter pour être accompagné. Les professionnels en santé mentale, bien sûr, mais je crois que tu l'as évoqué en plus tout à l'heure. Bien évidemment, oui, il peut y avoir un impact sur la santé mentale, on le sait. La fatigue chronique, les douleurs invalidantes, l'infertilité, les douleurs pendant les rapports, l'impact au niveau professionnel, au niveau personnel, tout ça conjugué, on se doute bien qu'effectivement, il peut y avoir un impact aussi sur la santé mentale à type d'anxiété, de stress, de dépression parfois, d'isolement. Donc en effet, quand c'est le cas, il ne faut pas hésiter tout simplement à les consulter, que ce soit une psychologue, un psychiatre, voilà, une personne qui pourra vous prendre en charge. Là aussi, ça peut être prescrit par votre médecin traitant, hein. Donc, Et oui, surtout oui. formé à la douleur chronique parce que les mécanismes sont encore différents. Déjà, je suis désolée pour votre diagnostic tardif et en effet, des parcours comme les vôtres sont souvent très, très éprouvants. Déjà, n'hésitez pas à vous rapprocher d'Endo-France, des associations de patientes pour avoir des groupes de parole, pour parler. On est là pour vous, on est là pour vous écouter. On peut faire des rendez-vous individuels. Il n'y a pas de honte. Ce que vous ressentez, c'est légitime. Et derrière, en effet, vous pouvez retrouver soit sur le site des filières de soins, soit aussi en passant peut-être par Endo-France, des recommandations de psychologues formés à la douleur chronique et à ses impacts sur la santé mentale notamment. Pas d'autres questions en salle? On a déjà légèrement dépassé. Je vous propose de s'arrêter après tous ces éléments. Alors, parmi les questions, et certaines n'en étaient pas, beaucoup vous remercient pour toutes ces informations et d'avoir abordé ces sujets en milieu de l'entreprise parce que encore trop méconnus de toutes et tous. Donc, beaucoup de remerciements. Et puis, j'ajoute qu'il y aura un replay qui sera bientôt mis en ligne pour tous ceux et celles qui souhaiteraient pouvoir revoir ou qui n'ont pas pu y accéder, voir le webinaire. Voilà. Un mot pour la fin. Et moi, je tiens à ajouter déjà merci à toutes et tous d'avoir participé donc, à cette conférence. Je ne sais pas s'il y avait des hommes aussi parmi nous à distance. Il y en a. Bon, eh bien, merci. Parce que c'est aussi important, hein, bien sûr. Les hommes sont aussi concernés. Ils ont potentiellement une femme, une fille, une mère, une sœur, une collègue, voilà, qui peut être atteinte d'endométriose. Donc, c'est très important. Ça concerne tout le monde. Voilà. Coucou. Donc, merci à vous. Je crois que c'est vraiment très important que ce sujet, que cette pathologie ne soit plus tabou. Voilà, ce n'est plus tabou. En tout cas, ça ne doit plus l'être de parler de nos règles, de nos douleurs. C'est de la biologie, c'est comme ça, hein, on est des êtres humains. Donc, c'est tout à fait normal. N'hésitez pas, si vous avez des questions qui émergent par la suite, à prendre contact, que ce soit auprès de moi, puisque du coup, aujourd'hui, vous m'avez en visu, mais n'hésitez pas à m'envoyer un petit Teams, un mail, à passer me voir aussi dans le service. Je me ferai un plaisir de vous recevoir et de répondre à vos questions, mais aussi mes collègues, la psychologue du travail aussi, qui est là avec nous. Les assistantes sociales, la mission handicap et puis bien sûr l'association Endo-France. Voilà. Vous pouvez avoir accès au support. Après, je ne sais pas s'il vous apporte grand-chose. Pour les dessins? Ah, ça, vous avez tout sur notre site internet. Sur notre site internet, ouais, vous aurez tout sur le replay. Puis notre site internet, n'hésitez pas à y aller, il est validé par des médecins.